Bonjour Philippe Meyer au micro. Il se passe quelque chose à propos du général de Gaulle. Le diptyque cinématographique signé Antonin Baudry est en train de créer un événement à double fond. D'abord un événement cinématographique. Les premières semaines d'exploitation du premier volet ont été un échec, d'autant plus lourd que le film a coûté très cher. La sortie du deuxième volet a été avancée pour pouvoir profiter de la fête du cinéma et de ses places à tarif très réduit. La 1 000e entrée a été atteinte et les fréquentations se sont mises à suivre une courbe ascendante et même de plus en plus ascendante. Mais en même temps, ces deux films ont créé un événement tout court, soutenu par une très intelligente campagne sur les réseaux sociaux, une campagne faite d'un grand nombre d'interventions courtes, le plus souvent avec les acteurs du film, qui, au lieu de se laisser aller aux banalités habituelles et aux certificats d'autosatisfaction ou aux congratulations qu'on se distribue volontiers, ont parlé et ont été invités à parler des personnages qu'il leur a été donné d'interpréter et dont ils ont découvert tout ou partie de l'histoire, du rôle, de la personnalité. Ici et là, on a même assisté à un réexamen du rôle historique du général et j'ai été frappé d'entendre une de mes consoeurs et contemporaines qui avait défilé jadis en conspuant De Gaulle et en célébrant Fidel Castro ou Mao Tse-tung, venir faire en public son amende honorable. C'est dans ce contexte que je suis heureux de vous proposer aujourd'hui une émission thématique sur De Gaulle et le monde avec Julian Jackson, le biographe du général dont les travaux ont servi de base à Antonin Baudry et que nous avons eu le plaisir d'accueillir dès la publication de sa biographie de Gaulle, avec François Bujon de l'Étang qui a passé les 3 premières années de sa carrière de diplomate au cabinet du général, et Jean-Louis Bourlange qui entra dans la vie politique sous la bannière du gaullisme de gauche. Le point de départ de notre conversation sera le livre paru aux éditions Gallimard, intitulé De Gaulle, la France et le monde, signé d'Alia Aglan et de Julian Jackson, livre dont la matière première est constituée de 30 ans de caricatures du général, parues dans la presse du monde entier. Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui nous donne le plaisir de recevoir une nouvelle fois Julian Jackson. Julian Jackson, bonjour. Bonjour. Et avec Jean-Louis Bourlange et François Bujon de l'Étang, nous aurons une conversation autour du dernier ouvrage signé par Julian Jackson et Alia Aglan qui s'intitule « De Gaulle, la France et le monde » et sous-titré « 30 ans d'histoire par la caricature 1940-1970 ». Il y a d'ailleurs une caricature en couverture dont je me demande où vous l'avez trouvé, où De Gaulle est une espèce de pin-up boy qui est appuyé sur la tour Eiffel avec un air d'aller comme ça, je ne dirais pas draguer, mais peu s'en faut. Oui, tout à fait. En fait, c'est un dessin danois, en fait, sur De Gaulle De Gaulle est plus grand que la tour Eiffel, est en train de mettre sa main sur la tour Eiffel. Il y a beaucoup de caricatures qui jouent, en fait, sur De Gaulle et la tour Eiffel. Ça, c'est une des constantes de ce livre. Alors, il y a beaucoup de caricatures dans ce livre, puisqu'il s'intitule 30 ans d'histoire par la caricature, mais c'est pas un livre de caricature ni un livre de dessin. D'abord, ce sont des caricatures qui ont un caractère un peu particulier, puisque toutes sont prises ou presque dans la presse étrangère, dans les presses étrangères. Dans certains cas, on est même assez étonné de savoir que De Gaulle a été caricaturé jusqu'au fin fond de la Terre, mais c'est aussi un livre sur De Gaulle et
le reste du monde, si on peut dire, c'est-à-dire en bonne partie sur sa politique étrangère ou sur ses politiques étrangères, parce que il y en aura un certain nombre, ou en tout cas, elles auront un certain nombre de nuances. Vous êtes, c'est pas la peine que je le redise, vous avez eu la gentillesse de venir ici à 2 reprises, une fois pour votre livre sur De Gaulle et une autre fois pour votre livre sur le procès Pétain. Vous êtes un des plus grands spécialistes de l'histoire du XXe siècle français et vous aviez fait une synthèse sur la France occupée de France Dark Years, que vous avez publié en début des années 2000, si je me souviens bien. Et là, il s'agit donc d'un livre sur l'un des personnages les plus caricaturés et croqués dans le monde entier pendant les 30 ans de sa carrière politique, et avec Alia Aglan, la première nommé pour les questions surtout de l'humour et vous-même pour votre connaissance du personnage, vous avez choisi à peu près 150 dessins de presse venus des 4 coins du monde pour retracer l'histoire du général et aussi l'histoire, je le disais, de sa politique extérieure. Qu'est-ce qui a été à la naissance du projet ? En fait, la naissance du projet, c'était une discussion entre Alia Aglan, qui est à la Sorbonne, qui est spécialiste de la résistance, mais comme vous avez dit, elle a écrit également un livre sur l'humour en résistance. Donc, elle venait à cette question du côté de l'humour, et moi, je venais du côté de Gaulle. Donc, c'était son idée à elle, et donc on a eu cette idée que De Gaulle, pour montrer à quel point De Gaulle a compté dans le monde. Les Français, sont obsédés avec bonne raison par De Gaulle en France, mais on voulait montrer d'une façon un peu inédite que De Gaulle fascinait le monde étranger. Et je donnerai un petit exemple, un dessin qu'on n'avait pas inclus dans le livre parce que c'était trop cher. Le problème avec les caricatures, quelquefois, il faut acheter les droits et ça marche pas toujours. Et c'est un dessin qu'on trouve dans le New Yorker, qui est très connu pour ses dessins très drôlatiques. Dans les années 60. Il y a un personnage qui est dans le cabinet d'un psychiatre. Il est allongé sur le divan, oui, et le psychiatre lui dit vous parlez français, vous avez aucun sens de l'humour, vous êtes trop grand pour ma banquette, mais ça ne veut pas dire que vous êtes le général de Gaulle. Et ce que je trouve drôle ça montre à quel point De Gaulle s'est mis dans la tête des Américains dans les années 60. La France, en fin de compte, c'est pas une grande puissance. C'était pas l'Union soviétique, c'était pas les États-Unis, mais quand même, De Gaulle a réussi par beaucoup de moyens à se mettre dans la tête des autres. Et donc, je trouvais ce dessin montrait bien que De Gaulle avait, dans un sens, réussi à rayonner au-dessus des moyens, si vous voulez, de son pays. Et donc, à partir de cette idée, on a cherché des dessins partout dans le monde. La seule chose que je reproche au titre du livre, ça montre pas qu'il ne s'agit que de des dessins étrangers. C'est ça que vous voulez faire. Tout le monde connaît les dessins d'Eiffel, de Faisan, etc. en France. Nous, on voulait montrer des dessins qui étaient inédits, normalement pour les Français, et on a cherché des dessins israéliens, britanniques, allemands, danois, américains, etc. La seule chose on était un peu déçus, on n'a pas trouvé beaucoup de dessins de cette époque du Moyen-Orient et de l'Afrique noire. En fait, on a vraiment cherché, mais l'Afrique noire n'avait pas à l'époque vraiment une presse libre qui pourrait critiquer peut-être le général, je ne sais pas. En Algérie, en fait, il y avait la guerre et après, il n'y avait pas encore une tradition de la caricature. On a trouvé des dessins algériens après la mort de Gaulle, qu'on a inclus à la fin. Mais à part ça, je pense qu'on a vraiment réussi à ramasser un peu partout dans le monde, même l'Inde, en fait, par exemple. Oui, et très loin en Orient, jusqu'à des dessins japonais, etc. François Bujon de l'Étang, qui, comme nos auditeurs le savent, était membre du cabinet du général pendant ses jeunes années, pas les jeunes années du général, les jeunes années de François, et qui a été ambassadeur aux États-Unis pendant 7 ans. Oui, un peu plus de 7 ans. Et j'étais à l'Élysée, j'ai eu la chance de travailler aux côtés du général de Gaulle pendant les 3 dernières années, de novembre 66 jusqu'à avril 69.
Alors, on voit bien pourquoi le personnage était une proie parfaite pour les caricaturistes. D'abord à cause de ses caractéristiques physiques. Il est grand, vous disiez qu'on le voit souvent, effectivement, avec la Tour Eiffel, la comparaison est facile. Mais il y avait beaucoup de choses. Il est grand, il est militaire, il est souvent en uniforme, et il y a des traits qui reviennent constamment sous le crayon de tous les caricaturistes. Le képi, le nez, la taille, quelquefois les jambes qui sont à suivre, parce qu'il y a des kilomètres de jambes, n'est-ce pas, qui sont... Mais derrière tout cela, Julian Jackson, vous qui connaissez bien toute la geste gaulienne, est-ce qu'il ressort à travers, au fond, 30 ans, 35 ans de caricature, est-ce qu'il ressort un portrait type du général de Gaulle qui corresponde à peu près à la réalité du personnage? Ça, c'est... Quand on est caricaturiste, on exagère. Ça, c'est le métier est fait de l'exagération. Et ce qui était, je pense qu'on avait bien saisi les caricaturistes ont saisi les ambitions qui sont quelquefois démesurées. À l'époque, maintenant, peut-être on peut revoir ces ambitions, mais ça, c'est une autre question. Peut-être on peut en parler. Mais oui, je pense qu'en fait, ils ont bien saisi ses ambitions, ses pensées, ce qu'ils voulaient faire par sa physique. Mais je pourrais juste insister sur une petite chose, un point de détail dans le livre. Ce qui est fascinant, ce qui nous a fascinés, c'était l'apparition de ce personnage comme sujet des caricatures. Parce qu'au début, maintenant pour nous, on connaît très bien les traits, mais au début, on connaissait rien de Gaulle. Il n'était qu'une voix. Et ce qui est fascinant au début, on cherchait un moyen de représenter quelqu'un qui n'existait pas visuellement. Et les premières caricatures de Vichy, et on s'est permis d'utiliser 2 ou 3 caricatures de Vichy en disant que le Vichy n'était pas la France, donc c'est l'étranger. C'est une façon de... C'est très gaulliste comme approche. Oui. Et donc, c'était une autre façon de... Et donc, on voit, par exemple, les caricaturistes de Vichy et les Allemands ne savaient pas comment représenter de Gaulle. Par exemple, on voit le général Micro. C'est très connu, cette image où on voit pas le visage du général, parce qu'il est caché par le micro derrière les juifs, les francs-maçons, mais c'est une façon de représenter un personnage dont on ne connaissait pas le visage. Et c'est ce qui était fascinant. Le premier dessin que j'ai trouvé dans la presse, on a trouvé dans la presse britannique, c'était après l'échec de la tentative de reprendre Dakar, en fait, en septembre 40. Et donc, les Britanniques étaient derrière, en fait, cette tentative anglo-française. Et puis, donc, on montre une façon de montrer de Gaulle à cette époque. C'était un caricaturiste du Daily Mail, il me semble. Donc, ce qu'on montre, c'est un hôtel qui est Vichy. À l'intérieur de l'hôtel, on voit Pétain et Laval, et je pense qu'il y a Hitler aussi. Et à l'extérieur, il y a Marianne, qui représente bien entendu la France républicaine, avec un journal qui lit l'échec de Dakar. Et le nom de Gaulle est mentionné. Parce qu'ils ne savaient pas comment représenter de Gaulle. Donc la première fois qu'on voit de Gaulle, c'est son nom, pas son visage. Donc c'était intéressant de voir l'apparition progressive. Et je pense que quand il a commencé à exister visuellement pour la première fois, on peut dire comme Descartes, je suis caricaturé, donc j'existe. Oui. Je pense qu'une fois qu'on a une présence visuelle, on existe. Et ce qui est intéressant aussi, au début, le nez comptait moins, il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord en lisant les caricatures, le nez comptait moins que la taille. Je pense que vous avez mentionné la taille. Oui, mais d'ailleurs, c'était, si vous permettez, c'était assez justifié. La taille était très remarquable. Le nez était grand, mais ça n'était pas le nez de Cyrano non plus. Oui, tout à fait. Il a été presque inventé par les caricatures. Non, je pense que vous avez tout à fait raison. Et les premiers témoignages, les gens qui rencontrent de Gaulle à Londres, ils ne parlent pas du nez, en fait, ils parlent de la taille. Bien sûr. Et quelquefois, le menton, le manque de menton, on dit. Oui, mais là, vous avez tout à fait raison. Mais je pense qu'une fois qu'on a saisi l'année pourrait servir à tellement de choses. Bien sûr. qu'on a utilisé. D'ailleurs, on le voit, il est quelquefois un canon de tank ou un canon tout court, mais il peut être une falaise, il peut être un monument, il peut être beaucoup de choses. Énormément de choses. Et la taille, vous avez tout à fait raison. Je pense c'est la
la seule personne qu'on peut caricaturer à partir de ses pieds. C'est-à-dire qu'on voit quelquefois des caricatures où on voit même pas le visage du général. En montant qu'il y a ces jambes qui montent au ciel, on sait déjà que c'est De Gaulle. Et donc, je pense que la taille est tout à fait très importante. Oui. Alors, on voit très bien au début, justement, à l'époque de 1940, 41, 42, que De Gaulle n'est pas connu comme personnage. On ne sait même pas à quoi il ressemble. Vous venez de le dire. C'est très intéressant. Les photographies de lui étaient rares ou inexistantes à l'époque. Et les caricaturistes, il y a un détail, mais qui est tout à fait amusant, le représentent avec un képi, mais avec un képi à feuilles de chêne, comme ont souvent les grands généraux. Il n'a jamais eu de képi à feuilles de chêne. Il s'est toujours contenté de ces 2 étoiles à titre provisoire. C'est assez drôle, mais c'est parce qu'on ne le connaissait pas, effectivement. Alors, au fil de toutes ces années aussi, est-ce que vous voyez un changement ou est-ce que vous voyez des leitmotivs qui reviennent depuis les années 40 jusqu'à la fin? Ben, je pense qu'un leitmotiv qui revient, c'est la démesure. Je pense. Ben, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous avez lu le livre, peut-être que mon interprétation des choses que j'ai sélectionnées. Cette idée de la démesure, quand on voit par exemple De Gaulle dans les années début des années 60, il y a une caricature qui montre De Gaulle qui regarde le globe. Oui. Il est devant, et le globe, mais sur le globe, il n'y a que la France. Et donc, je pense que ça fait penser à Charlie Chaplin, non? Ah, tout à fait, oui. Ce qui était effectivement assez déplaisant pour le général. Oui, j'ai pas pensé à Charlie Chaplin vous pensez à la dictature. Oui, tout à fait, oui. Il y a un très beau dessin à la fin du livre, la sortie de Gaulle, la fin. Il part comme Charlot à la fin de ses aventures. Oui. Et là, on ne dit rien, on voit, et c'est très touchant. C'est nostalgique, c'est touchant, c'est presque affectueux. Oui, et je ne sais pas si vous avez trouvé aussi, moi je trouve que dans ces caricatures, il y a souvent une approche critique. J'ai parlé de démesure, mais pour moi, il y a toujours un côté d'admiration et d'affection. Oui. Je trouvais que même les plus féroces avaient une certaine estime, malgré eux, pour ce personnage, et qu'il y a toujours... il y a également la fascination. On a trouvé d'autres caricatures de caricaturistes qui voulaient, en 65, quand il était possible que De Gaulle n'allait pas se représenter aux élections, on n'était pas sûr, on pensait que peut-être qu'il allait partir après le premier septennat, et il y a un caricaturiste britannique qui écrit une lettre à De Gaulle de la part de toutes les caricaturistes du monde, ne partez pas mon général, qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Et après son départ, après son vrai départ, en 69, il y a le même, je pense, Cummings, un caricaturiste britannique, qui montre une manifestation des caricaturistes au Trafalgar Square avec ne partez pas Charlie, etc. Et donc il y a cette, à la fois on se moque, mais en même temps il y a ce côté d'admiration et comme vous avez dit, d'affection. Je trouve qu'il y a d'affection. J'ai utilisé ce mot parce qu'il m'est venu spontanément à regarder ces caricatures. Il y a plusieurs de ces caricatures montrent une forme de respect qui consiste à mettre De Gaulle ailleurs dans le paysage politique, quelque part au-dessus. Je pense à cette caricature où il est représenté en Archimède à la veille de sa mort, au jour de sa mort, quand l'officier va venir le chercher, et où il dit, comme on sait, Archimède dit à l'officier ne dérange pas mes cercles, et Archimède est en train de décider des cercles, et dans cette caricature, on voit, il y a Adenauer qui est un peu derrière, et derrière Adenauer, il y a un de ses conseillers qui lui dit « Vas-y Conrad, dérange ces cercles ». Et on voit une façon de le situer qui est tout à fait étrange. Jean-Louis Bourdon. Oui, d'abord, c'est intéressant le problème de savoir s'il est représenté ou s'il est symbolisé. Le problème de Marianne. C'est intéressant parce que c'est l'une des premières caricatures que vous décrivez, celle que vous avez évoquée à l'instant, c'est-à-dire Marianne en état de deuil, en fait, de souffrance après l'échec de Dakar. Ça répond, on retrouve exactement la même inspiration dans le dernier dessin de Faisan, où là, le général a disparu, et il y a le chêne et Marianne qui pleure. Oui. Et on peut se demander si... parce que moi, ce qui m'a frappé, à la différence de ce que vous venez de dire, c'est plutôt le caractère
assez incompris du général, incompris à juste titre, ou enfin critiqué ou incompris par la caricature. Et effectivement, quand on veut dire du bien du général, c'est pas commode de prendre son physique, parce que ce physique, il est assez facile à ridiculiser, mais il est pas tellement facile à valoriser. Donc, on met des Marianne. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même la profondeur du décalage entre l'opinion internationale telle qu'elle s'exprime dans ces caricatures, avec des gens de grand talent. Les Allemands, notamment, font des caricatures absolument remarquables. Les Anglais aussi. Enfin, il y a quand même constamment une accusation, enfin une mise en cause de la dérision de l'entreprise de De Gaulle. Ça m'a mis assez mal à l'aise, c'est peut-être justifié d'ailleurs qu'il en soit ainsi, mais j'ai quand même eu l'impression que jamais il n'a été vraiment admis. Par exemple, sur les Allemands, on voit bien toutes les réticences qu'il y a à faire de Gaulle le chantre du couple, de la réconciliation franco-allemande. Il y a des dessins sur les réparations, sur des choses qui sont très très piques. Sur les Anglais également, on voit bien que les seuls vrais documents positifs, ce sont des documents de guerre, de la propagande de guerre, que ce soit en Angleterre, là on dit du bien de De Gaulle parce qu'il est du bon côté et on fait et on valorise ça. Sinon, je trouve que on met en cause plusieurs choses qui sont sans doute assez justifiées. D'abord, comme vous l'avez dit, la démesure du projet politique par rapport aux moyens de la France. Et alors là, ça vous le montrez très très bien, toutes les ressources de la taille du général qui fait fait apparaître cette démesure, mais également une accusation assez dure de nationalisme et d'impérialisme, alors notamment dans la presse dit du tiers-monde et de l'Algérie, une dénonciation du nationalisme qui est quand même assez forte, et au bout du compte assez peu de solidarité vraie avec l'entreprise de De Gaulle, ce que les Français ne ressentent pas comme ça. Les Français trouvent que De Gaulle a été un prophète, qu'il a montré que les vrais rapports étaient des rapports nord-sud et pas ouest-ouest, qu'il a tracé la voie, qu'il a été, il a été le chantre de la réconciliation franco-allemande, qui était une affaire de cabinet antérieurement avec Schuman. Il a donné une dimension. C'est ça que les Français ressentent. Et moi, je trouve que ce qui est frappant alors évidemment, les caricatures, par définition, sont critiques. Mais ce que je ressens, c'est le décalage entre l'image que les Français ont de De Gaulle et la représentation que les caricaturistes étrangers. Et je ne ressens pas toujours, parfois seulement, le courant de sympathie et d'admiration que vous dites, sauf que tous reconnaissent que c'est un artiste incomparable, parce qu'avec deux bouts de bois, il fait un grand feu de joie. Oui, je suis pas tout à fait d'accord avec une chose. J'espère. Non, je vois ce que vous voulez dire. Et je pense que oui, il y a beaucoup de dérision. Mais je pense que vous exagérez ce que le côté positif de la vision des Français de Gaulle pendant sa période au pouvoir. Maintenant, De Gaulle est devenu une espèce de dieu. On ne peut pas toucher à De Gaulle. Oui, mais pas les antigaullistes d'ailleurs. Les antigaullistes sont gaullistes, et les gaullistes ont cessé de l'être. Oui, tout à fait. Mais qui était en fait là. J'ai failli un jour écrire un livre que j'ai jamais fait sur l'antigaullisme français, mais ça n'aurait pas que l'extrême droite. Il y avait des antigaullistes partout. Je prends par exemple, parce que vous avez une contraste entre la vision contemporaine à l'époque, je voulais dire, des Français de Gaulle et la vision des étrangers. Et moi, je pense que vous exagérez, même s'il a été réélu en 65, il est un grand personnage dans l'imaginaire français. Mais prends l'exemple de Lacouture, par exemple. Tout le monde connaît la grande biographie qui était vraiment la première,
très importante parce que c'était quelqu'un de gauche. La plus littéraire en plus. Très littéraire, oui. Mais également quelqu'un qui avait la possibilité d'interviewer. Je ne sais pas si vous avez interviewé, mais il avait interviewé beaucoup de personnages qui n'est plus possible. Son petit livre initial était formidable. Non, mais je parle justement. Non, avant, parce que tout le monde connaît les trois tomes. Mais dans le petit livre initial qui était en 67 à peu près, très court. Très critique, en fait. Très critique. Très brillant. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, non, je suis d'accord. Très brillant. Je trouve que c'est dommage qu'on a un peu oublié ce livre à côté de l'autre. Mais il parle de la mégalomanie de Gaulle. Il parle de Gaulle, il dit pas le mot fasciste, c'est trop facile, mais De Gaulle très autoritaire. C'est très admiratif de la période de la guerre. Plutôt de la période d'Algérie, parce qu'on voit De Gaulle comme la personne qui a donné l'indépendance. Mais après, j'ai pas les citations en tête, mais vraiment, c'est un livre très critique. Et je pense que les 3 volumes qu'il a fait après, c'était un peu pour racheter sa vision négative. Donc, je pense que la gauche, si on pense, Mitterrand a dit de Gaulle pendant cette période-là. Donc, je pense que on a un peu tendance à oublier à quel point De Gaulle a été haï par l'extrême droite et combattu par une grande partie de la gauche. Beuve-Méry, par exemple. En fait, si on lit tous les articles de Beuve-Méry contre De Gaulle, on aurait pensé presque que De Gaulle était un dictateur. En fait, il n'était pas un dictateur. Il finit toujours par y consentir. Il passe sa vie à critiquer De Gaulle et il finit toujours par consentir à De Gaulle. Oui, mais quand même, il a beaucoup... Je veux dire qu'on sous-estime peut-être à quel point De Gaulle était contesté. Raymond Aron. Je prends beaucoup de noms qui étaient, je ne sais pas, libéral, conservateur libéral. C'est surtout De Gaulle qui était anti-aronien qu'Aron anti-gaulliste. Oui, je suis d'accord, mais je reviens toujours à mon idée. J'ai cité beaucoup de personnages très importants, très critiques de Gaulle pendant son vivant. Donc je pense qu'on a un peu tendance à oublier à quel point De Gaulle était contesté dans son propre pays. Maintenant, avec un peu de recul, on voit qu'il n'a jamais été... L'accusation, il y a un dessin ici dans ce livre de David Lowe, qui était un caricaturiste britannique très célèbre, très remarquable, fort, remarquable, qui a fait son premier dessin de Gaulle en 42 et il a fait son dernier en 62. Donc vraiment, il a vécu toute sa vie de caricaturiste avec De Gaulle. Et il était très pour De Gaulle pendant la guerre. Il a même fait des caricatures pour critiquer l'attitude de Churchill envers De Gaulle juste avant le débarquement. Donc là, c'était les caricaturistes qui voulaient sauver De Gaulle contre leur propre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Churchill qu'on trouvait trop subordonné aux États-Unis, etc. Mais après, en 47, il y a un dessin où on voit De Gaulle devant une glace, c'est l'époque du RPF, où on voit De Gaulle devant une glace, il est en train de peigner les cheveux. Hitlérien. Et il est dessiné en hitlérien. Donc, mais beaucoup de Français à l'époque auraient dit la même. Beaucoup de Français Vous avez toujours les sceptiques quand je dis que De Gaulle était critiqué dans son propre pays à l'époque. Je m'amuse parce que je m'amuse en vous entendant, parce que ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, on voyait que De Gaulle n'est pas très aimé à l'étranger, et vous dites non, c'est pas vrai. Il n'était pas non plus très aimé en France. Donc, non, c'est ça que je veux dire. Moi, vous savez, personnellement, j'étais qu'on appelle gaulliste de gauche, comme vous savez, une catégorie assez particulière. J'écrivais à Notre République, etc. Donc j'ai vécu, j'ai eu des petits mots de Malraux sur des livres. J'ai vécu dans le respect et donc, j'ai bien vécu ce moment-là. Et même en 68, je me rappelle avec mon ami Bourbrock, j'avais levé au quartier latin, rue Cujas, la vitrine de l'action étudiante gaulliste ou de l'UJP, le lendemain de la rue Gay-Lussac. Donc, j'ai été très confronté à l'antigaullisme et j'étais plutôt assez seul dans ma cohorte à soutenir De Gaulle. Donc
Donc je reconnais tout à fait ça. Mais je croyais quand même que il y avait une meilleure et puis alors, sur la force de dissuasion, tout le monde aujourd'hui dit De Gaulle a conçu, etc. Alors que là, il y avait une sorte de quasi-unanimité contre la force de dissuasion dans les années 60. Oui, absolument. Je ne conteste pas du tout ce que vous voulez dire. Au contraire, mais je trouvais, j'ai pas trouvé dans les caricatures une profonde autre chose qu'une admiration un petit peu ironique et en réalité une dénonciation de choses assez profondes sur l'impérialisme colonial, sur l'impérialisme européen, sur le côté extravagant des prétentions anti-américaines. Et j'ai trouvé que c'était plutôt ça qui apparaissait dans la... Alors, il y a un truc je voulais changer sur un... j'ai été étonné, moi, j'ai toujours, sur le plan physique, j'ai toujours considéré que le général de Gaulle était un éléphant. Parce qu'il avait la taille, il avait la trompe, il avait les oreilles, il avait les yeux et une forme de barrissement. Et je trouve que c'est... Et la mémoire. Donc, il avait pas mal de qualités éléphantesques. Et j'ai regretté que j'ai vu que les caricaturistes n'avaient pas du tout partagé le même sentiment que moi. Ils n'ont pas utilisé du tout la référence animalière à l'éléphant. Oui, il y a des références animalières, mais pas aux éléphants. Oui. Je suis d'accord, en fait. Je pense que c'était tout à fait possible et on l'a pas fait. En fait, on a plutôt préféré, on n'en a pas parlé, mais on a fait beaucoup de comparaisons dans ces caricatures avec des personnages historiques ou personnages de fiction. Oui, Hitler, Napoléon. Napoléon. Donc, au dos, en fait, du livre, il y a De Gaulle en 62 qui est assis sur son lit et il voit devant lui plusieurs personnages de l'histoire française, de l'histoire mondiale, pas française, qui sont tous un peu caricaturés en De Gaulle. Donc il y a Jules César, Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon, Kaiser Wilhelm, Mussolini, George V et Churchill. Et donc il est là, on se dit, mais est-ce que je suis là ou là? C'est la galerie des héros. Oui, la galerie de personnages, de grands personnages de l'histoire. Et quelquefois, il est souvent, je pense qu'il n'y a qu'un exemple dans le livre, mais on en a trouvé beaucoup, souvent Don Quichotte, c'est-à-dire le personnage je pense qu'il y en a. Il y a aussi De Gaulle. Ça, c'est assez favorable. C'est plutôt favorable. Mais il y a Oui. Je voulais dire simplement, je suis un peu surpris de ce qu'a dit Jean-Louis. C'est rare que nous ne soyons pas d'accord sur ce genre de choses, Jean-Louis, mais je vous ai trouvé un peu négatif dans votre analyse de ces caricatures qui remettraient en cause, au fond, mettrait en exergue les ridicules, la démesure, etc. Je m'attendais honnêtement à bien pire en ouvrant le livre. Oui. À bien pire. Et ce qui m'a frappé, au contraire, Julian Jackson a parlé... Parce que je suis plus gaulliste que vous, peut-être. Je ne crois pas, surtout, mais parce que je m'attendais au pire et j'ai entendu le pire pendant ces années-là. Oui. Et même venant d'ailleurs des rangs des gaullistes. Je me souviens par exemple du tollé après le Vive le Québec libre. C'était très intéressant. Il n'avait plus beaucoup de fidèles ce jour-là. Moi, j'ai assisté à la conférence de presse à l'Élysée. Moi, j'ai assisté au Conseil restreint. J'ai fait le secrétariat du Conseil restreint dans lequel il a rendu compte de sa visite au Québec et du pourquoi et du comment du Vive le Québec libre. Mais je peux vous dire que la mine des participants n'était pas flambante. Ça, M. Jackson le montre très bien dans sa biographie. C'est très bien analysé. Il y en a d'ailleurs un ou deux, notamment Alain Perfit, je me souviens très bien, qui s'est fait engueuler vertement en public. Oui. Et en fait, parmi ses propres ministres, Couve de Merville était pas tout. Il était un peu surpris. Le communiqué que vous citez dans votre biographie est absolument couviste au dernier degré. C'est-à-dire que c'est extrêmement mesuré, mais c'est d'une sévérité absolue. Oui. En fait, le général disait, je l'ai entendu dire, c'est curieux, mais quand Couve entre dans une pièce, la température baisse de plusieurs degrés. Et c'était vrai, ça pouvait également se vérifier. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été plutôt frappé par quelque chose dans la continuité de ces 4 décennies que couvrent les dessins, plutôt par le côté un peu admiratif, même s'il est critique.
Je veux dire, Oui. bien sûr. Mais vous savez la différence bien entre sûr nous, qu'on trouve qu'il y a une François. démesure. 6 ans de vie aux États-Unis comme ambassadeur vous a breveté contre la tentation de voir des gaullistes ailleurs, parce que l'antigaullisme était fort, alors que moi j'ai vécu dans ce milieu gaulliste et je pensais que les convictions qui m'animaient auraient été plus partagées par les autres. Évidemment, vous parlez le mais c'est uniquement une question de, comme on dit, du climat, de ressenti, hein, c'est tout. Je pense que vous parliez le Volapuc avec d'autres Européens. Oui. Et je suis d'accord. Moi, personnellement, j'ai ressenti la même chose. C'est intéressant. Dans cette discussion entre vous, moi j'étais plutôt sur. Je trouvais que même quand il y a une certaine, en fait, c'est le métier des caricaturistes d'être contre, de se moquer en fait. Ça, c'est le métier. Ça, oui. Mais moi je trouve qu'il y a toujours ce côté de toujours empreinte d'affection, d'admiration, même malgré soi. Même réticence, c'est ça. Je pense que l'exception, pour moi, serait la presse israélienne après 67. Et là, il y a des dessins. En fait, il y a un premier dessin quand tout marchait plutôt bien entre De Gaulle et l'Israël, en fait, où il y a les données de Golda Meir et de Gaulle qui se touchent, et c'est très, à la fois, l'image est très belle, mais je trouve que il y a les deux cœurs qui montrent que l'amour, mais après le discours sur le peuple juif, mais même après, quand De Gaulle n'a pas soutenu la position d'Israël, il y a des dessins féroces. Par exemple, il y a un dessin terrible en France, le dessin de Tim, qui est formidable, de Mittelberg. Oui, qu'on a failli mettre en se disant qu'il n'était pas entre guillemets français, mais c'était vraiment un dessin français, donc on n'a pas inclus. Mais c'est très. Mais le dessin où on voit Laval et Pétain en train d'applaudir De Gaulle. Vous êtes avec nous. Et donc là, il y a vraiment de la férocité. Donc, je pense qu'en fait, ces choses changent en fonction du contexte, l'époque, etc. En fait. Mais très souvent, ce qui ressort, c'est le côté insolite du général. D'ailleurs, dans une foule, par exemple, il se distingue tout de suite par sa taille. Le côté démesuré à la fois et le côté insolite. Et puis le côté incommode. Son air revêche, difficile, son sourcil froncé. Il ne faut pas oublier que De Gaulle était un homme qui ne souriait jamais. C'était une caractéristique très, très impressionnante. Moi, je l'ai quand même vu plusieurs fois par semaine pendant toutes ces années. Il avait beaucoup d'humour. Il était souvent drôle et narquois. Il aimait mettre en boîte parfois son interlocuteur, ou en tout cas toujours le surprendre et le prendre à contre-pied. J'ai des exemples multiples de ça. Mais il ne souriait jamais. Oui. Il était toujours très, très sérieux. Et pas de rire non plus, je pense. Son côté Buster Keaton, il sourit. Il ne riait pas beaucoup. Il n'a jamais montré. On a Chaplin à la fin, mais on n'a pas Buster Keaton. Mais en fait, justement, ce visage de marbre, où en fait on voit, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Et je pense que Buster Keaton, parce que De Gaulle, il avait un sens d'humour noir, cynique. Absolument. Il y avait surtout de l'esprit, mais quand même de l'humour. L'humour, c'est étant contre soi-même. Mais il se tournait parfois en dérision. Et par surcroît, il était taquin. Il aimait vous mettre en porte-à-faux ou à contre-pied. Ça l'amusait beaucoup. Mais quand on parle, par exemple, vous avez parlé de Québec libre. Et moi, en fait, quand on voit un dessin, ce qu'on ressent est quelquefois un peu personnel. Donc, nous sommes trois à ressentir pas exactement la même chose. Mais moi, je suis plutôt d'accord qu'il y a toujours une certaine affection en dessous. Mais par exemple, si on prend après le Québec libre, il y a un dessin qui montre De Gaulle qui est en train de mettre graffiti, vive Québec libre. Il est ivrogne, il est une espèce de clochard, etc. Et puis en bas, il y a, et là, ça montre que quelquefois, pour les caricatures, il faut vraiment les déchiffrer en détail. Il y a quelqu'un qu'on n'avait pas reconnu au début, mais qui était en fait Mick Jagger, qui était les Rolling Stones. Et en fait, ce qui était écrit en bas, n'a-t-on pas dit que les idoles du public avaient de lourdes responsabilités? Et ça, c'était une référence au fait que Jagger a été pris avec des drogues et donc le Premier ministre a dit les gens devraient montrer un sens de responsabilité. Donc on compare De Gaulle à Mick Jagger. Et donc,
comment interpréter ça? Je pense que ça, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et donc, il y a... oui, on trouve que le Québec libre s'était démesuré peut-être, mais en même temps, on trouve... je sais pas, je trouve ça pas tout à fait négatif. Ça a quand même produit des résultats assez forts. Hein. Je trouve le Québec libre, quand même, le PQ s'est développé, l'évêque, enfin, il y a eu quand même ça a quand même énormément relancé, ça n'a pas abouti, bien sûr, mais ça a quand même relancé le courant indépendantiste. Moi, ce qui me paraît, pour vous rejoindre, parce que là, je me sens extrêmement minorisé dans notre échange, ce que je crois, ce qu'il y a derrière tout ça, il y a quelque chose, à mon avis, qui est très fondamental, c'est le respect pour le caractère, pour l'indépendance, pour le fait que c'est pas un politicien qui se soumet, à qui on fait dire n'importe quoi. Il est peut-être un peu dingo, ça apparaît à certains égards, mais c'est quelqu'un, c'est un roc, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Alors comme l'opinion générale sur les hommes politiques, c'est que ce sont des girouettes et des gens malléables et flexibles et sujets aux variations de l'opinion. Là, on a une sorte de phare, de menhir, de quelqu'un qui est incorruptible au sens physique du terme. Oui, et pour montrer à quel point les Britanniques, souvent, même quand ils trouvaient une certaine absurdité, avaient de l'admiration. Il y a un dessin qui montre De Gaulle, oui, il y a un dessin qui envoie De Gaulle mélangé avec Churchill. Il y a un De Gaulle les deux sont amalgamés dans un sens. Donc on a Churchill avec cigare, avec le petit cravate, mais en même temps il est De Gaulle parce qu'il a le nez de Gaulle, il y a la croix de Lorraine, etc. Et donc mélanger le grand héros des Britanniques, Churchill, avec De Gaulle, c'est une façon de montrer énormément de respect pour De Gaulle. Oui, et marque de respect. Oui. C'est d'ailleurs un retour à la vérité historique, parce que ce qui s'est passé en France pendant l'Exode, c'est bien la rencontre. Churchill a tout de suite rencontré quelqu'un qui était aussi dingue que lui, si je puis dire. Oui. Mais le problème, c'est que vous revenez quelquefois à la vérité historique. Oui, non, mais c'est tout à fait... Mais ça colle. Le dessin colle. Oui. Oui, c'est aussi une période dans laquelle les personnages d'une dimension historique, il n'y a pas que De Gaulle, il y a Mao, il y a Churchill, pas jusqu'à la fin, mais il y a Churchill. Il y a quand même le moment quand Staline, bien sûr, et quand Churchill vient pour recevoir la Croix de la Libération en 58, juste quand De Gaulle, où Churchill était plus très vaillant. Mais il y a des photos extrêmement touchantes. Mais ce que je veux dire, c'est que la sévérité à l'égard de Gaulle dans la presse étrangère me paraît d'autant plus facile que il y a suffisamment d'autres personnages de cette dimension pour que la sévérité puisse être considérée comme allant de soi à l'égard de tous les responsables politiques. Et en même temps, il y a... Alors, évidemment, il faudrait faire aussi un livre sur Mao à travers la caricature, sur Churchill à travers la caricature, etc. Mais il y a dans la plupart des caricatures, je ne sais pas s'il faut dire que c'est du respect, mais la reconnaissance du caractère hors norme. Et ça, c'est quand même, pour les caricaturistes et pour les commentateurs en général, c'est une bénédiction. Oui. Et c'est pour ça j'ai parlé de ces caricatures très drôles où les caricatures supplient De Gaulle de ne pas partir. Et aussi quand vous parlez en fait justement de la dimension du personnage et la dimension d'un personnage comme Churchill, Staline, des contemporains qui étaient des grands personnages. On a fait à la fin une petite partie sur après De Gaulle outre-tombe, où on montrait De Gaulle comparé maintenant de nos jours avec les dirigeants actuels, et ça c'est quand même assez... Il y a un dessin britannique qui montre, et là c'était pour mettre, et ça c'est intéressant comment interpréter. On a Thatcher
qui était Madame Thatcher, qui était là contre François Mitterrand. Elle essaye de réduire la contribution britannique au budget européen. Et donc, on voit Thatcher avec le képi de Gaulle. Et là, je pense que la caricature il se moque pas de Gaulle. Donc, il prend de Gaulle même comme c'est difficile à déchiffrer, mais je pense que c'est plutôt admiration pour Thatcher en la comparant à De Gaulle. C'est comme ça que je lis cette caricature. Mais il y a une autre caricature où on montre le président Macron jusqu'au début devant une glace qui met le képi. Et donc, il y a cette nostalgie. Oui, le grand homme est parti. Et est-ce qu'on a des personnages De Gaulle, je crois qu'on peut dire que De Gaulle avait la nostalgie de la France grande, et nous avons la nostalgie de Gaulle. Comme symbole de la France. Le dernier, pour reprendre le titre du livre, qui sont les mémoires de Sulzberger d'ailleurs, The Last of the Giants, c'est le dernier des géants. Les autres sont partis, lui était le dernier, et il s'est attardé sur la scène en devenant président de la République, en France d'ailleurs, c'était ce sentiment. Alors j'en profite pour dire un mot des Américains. Finalement, les caricaturistes américains, il y a Herb Bloch, bien entendu, qui apparaît dans votre livre, mais sont assez peu utilisés. Ce sont surtout les Allemands, les Danois, qui sont les Anglais, mis en éveil, et bien entendu les Britanniques, Mais les Américains, d'abord, n'ont découvert De Gaulle, si j'ose dire, le public américain, qu'à partir de 1958. De Gaulle, pendant la guerre, a donné bien des soucis à Roosevelt, mais ce n'était pas un souci pour les Américains, d'une façon générale. Donc, ils sont venus tard, et ce n'est pas le résistant qui les intéresse, c'est le monarque de la Ve République, et son aspect monarchique qui est toujours justement très, très mis en valeur et très critiqué. Mais on le voit apparaître dans certaines caricatures, notamment après la sortie de la France de l'organisation intégrée de l'OTAN en 1965. Il y a une caricature féroce qui montre le général se promenant tout seul devant un cimetière plein de croix de soldats américains tombés au combat et qui mettent en valeur le manque total de reconnaissance. C'est la phrase de Dean Rusk. L'ingratitude. La phrase de Dean Rusk qui demande si le départ des troupes américaines inclut les morts c'est ça. la campagne de 40. C'est ça. Ce thème de l'ingratitude. L'ingratitude. Très souvent mise en avance par les Américains à propos de tous les sujets sur lesquels De Gaulle s'est trouvé en désaccord avec eux, sur la guerre du Vietnam, par exemple, sur la reconnaissance de la Chine de Pékin en 1964. Il y a eu des quantités de caricatures américaines qui n'étaient pas très aimables dans l'ensemble, et dont on peut comprendre, bien entendu, les raisons. Mais malgré tout, il reste tout ce que nous avons dit tout à l'heure sur la considération qu'ont les gens, même qui ne l'aiment pas, même qui le critiquent, pour un personnage aussi atypique, qui sort en effet, comme l'a dit Philippe, de toutes les normes. Hors de toutes les séries, comme il se définit lui-même dans les mémoires de guerre. La taille dans ce cas-là est évidemment celle sur laquelle on se fixe. J'en profite pour dire d'ailleurs que Jean-Louis regrette que l'analogie avec l'éléphant n'ait pas été davantage utilisée par les caricaturistes. Il y en a une autre que j'ai vue utilisée dans le passé, mais très rarement, qui est celle du diplodocus. Personnage énorme, très long, avec une toute petite tête. Et effectivement, c'est une autre caricature possible. Mais De Gaulle était quand même plutôt un cérébral. Ce qui est plutôt caractéristique de Gaulle, indépendamment du fait qu'il est un grand corps, c'est à quel point c'est son raisonnement, sa vision intellectuellement construite de l'histoire qu'il tente d'imposer avec difficulté, mais avec force, résolution et cohérence au monde. Et j'en profite pour dire simplement un souvenir au passage que, à propos du globe terrestre, qui peut penser à Charlie Chaplin et sur laquelle on voit cette France démesurée, que moi, quand on m'a introduit pour la première fois dans le bureau du général de Gaulle pour l'audience de recrutement, si j'ose dire, car il tenait à voir un futur collaborateur, j'ai été frappé par le fait qu'il était derrière un bureau vierge sur lequel il n'y avait pas un papier, mais il y avait deux
globe magnifique, un terrestre et l'autre céleste, et que parfois il embrassait d'un geste circulaire. Oui. Quand il me l'a dit... Jean-François Revel, dans sa mise en cause Encore du style du général... Encore un antagoniste. Dans sa mise en cause du style du général, lui reproche d'utiliser le mot « univers » à la place du mot « planète ». Il y avait une certaine... Mais dans cette audience d'accueil, si j'ose dire, le général m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'étais au Quai d'Orsay auprès du secrétaire général, M. Alphand. Il m'a dit « Ah oui, très bien ». Et avec ce geste qui embrassait les deux globes, il m'a dit « Ici, les choses vont changer pour vous. Vous verrez les choses à mon niveau ». Et le geste qui embrassait les deux globes était... Si j'avais su cette anecdote, j'aurais inclus dans mon livre. Ça résume tellement de choses, en fait. Parce que je pense avec simplicité. Oui, mais juste pour rebondir sur la question de caricature américaine, je pense que c'était la plus facile, c'était des caricatures britanniques à trouver, parce que il y a une base de données de toutes les caricatures politiques dans la presse britannique à l'université de Kent, donc on peut se taper et directement tout. Et donc si on tape le nom de Gaulle, donc la plupart il s'agit pas que des caricatures de la française, caricatures de toute la presse britannique. Et on tape le nom de Gaulle et on tombe sur à peu près 2000 caricatures. C'est quand même énorme pour notre pays quand même. Et je pense cette base de données n'existe pas pour l'Allemagne, mais après la Grande-Bretagne, il me semble que c'est l'Allemagne qui était le plus, dans les années 60, préoccupée, obsédée, c'est peut-être trop de dire, par De Gaulle. Et je pense que ma réponse à ce que vous venez de dire, c'est que oui, peut-être... je sais pas, j'ai pas déchiffré le nombre de dessins américains, mais je pense qu'en fin de compte, mais vous étiez là, donc peut-être plus tard, peut-être vous direz que j'ai tort, que c'est que ponctuellement que De Gaulle intéressait les Américains, en fait. Mais quand il y avait, par exemple, quand il avait dénoncé l'importance du dollar dans le système monétaire britannique, il y a un dessin qui montre... Sur Fort Knox, qui est très bon. Sur Fort Knox. Sur Fort Knox, exactement. Donc il y a ça. Mais je pense que De Gaulle... en fin de compte, pour les Américains, la France comptait peu. Et si la France comptait, c'était à cause de Gaulle, en fait. Et donc, je pense que ma réponse serait qu'en fin de compte, la corpus était moins important et qu'il y avait quelquefois des moments où les Américains étaient vraiment... en fait, choqué, je ne sais pas plus que choqué par De Gaulle. Si j'étais un caricaturiste français actuel, j'aurais fait, après ce que le président Trump a fait à Venezuela, moi, je ferais quelque chose qui aurait fait une comparaison entre la réaction de Gaulle en 65, après les Américains ont fait tentative un débarquement en Saint-Domingue. Et je pense que ça aurait été vraiment une façon de comparer, en fait, les réactions françaises que je trouve pas très impressionnante et la réaction de Gaulle en 65. Et je pense qu'on pourrait faire une caricature à ce sujet, parce que ce qui est très fort avec caricature, c'est que ça peut résumer quelque chose d'une façon très saisissante, je trouve, si on trouve. Et mais pour revenir à ce que vous avez dit, oui, peut-être le corpus américain est moins grand qu'on aurait pu s'y attendre, mais je pense que en fin de compte, c'était moins important. Mais je sais, oui. Il y a quelque chose, moi, toujours sur le ressenti, je ne dis pas du tout, je crois qu'on comprend assez bien l'évolution des caricaturistes britanniques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une solidarité profonde liée à la guerre, et puis des reproches extrêmement vigoureux liés à l'ingratitude vis-à-vis de... Moi, je trouvais que De Gaulle sur Churchill, je comprends qu'il y a eu ses allers-retours. Sur Macmillan, il a toujours été très dur, alors qu'il devait énormément à Macmillan dans l'arbitrage en faveur de Gaulle contre Giraud. Oui, oui. Tout à fait. Et je trouve qu'il est assez injuste. Et là, on voit bien que la presse britannique reflète tout ça. En revanche, ce qui m'a un peu troublé, c'est l'attitude des caricaturistes allemands. Je crois que... Alors, je comprends que les caricaturistes allemands aient été un peu inquiets à partir de 65-66, c'est-à-dire l'éloignement du général de Gaulle par rapport à l'OTAN, mais dans la période dite de la lune de miel, c'est-à-dire celle qui va de la crise de Berlin, où le général est
profondément solidaire de Konrad Adenauer contre les anglo-saxons, en réalité contre Macmillan et les Américains, jusqu'à tout ça et le parcours, ce qu'on peut appeler le voyage de la rédemption allemande de l'été 1962, tout cela est je crois, beaucoup relativement sous-estimé, relativement mis de côté, marginalisé par rapport à une inquiétude assez persistante sur la sincérité et l'ampleur de la réconciliation franco-allemande, alors qu'il est clair que dans l'esprit du général, c'était quelque chose de très fort, mais il est vrai que dans l'esprit du général, c'était une relation qui devait être asymétrique. Oui, et c'est ça, sans doute, que les caricaturistes ne reconnaissent pas. C'est ça que j'allais dire, en fait, mais vous avez dit à la fin. Je pense qu'en fin de compte, le partenariat était un partenariat, pas des égaux, en fait. Mais, enfin, ils étaient égaux, mais il y en avait un qui était plus égal que l'autre. Oui, d'accord. Et il y a... En fait, oui, je suis d'accord. Je pense que l'image... parce que je pense que vous venez à ces caricatures avec votre image très positive du général. Moi, mais en critique, en disant, mais ils n'ont pas assez de respect. Je pense que c'est le métier. Et je prends... Non, le respect, je comprends. C'est la compréhension du dessin gaulliste sur l'Allemagne. Parce qu'il y a quand même une idée. Effectivement, vous montrez très bien dans la biographie que ça, j'avais pas mesuré à quel point ça avait créé un traumatisme, que le général ne dit pas un mot du mémorandum du directoire qui propose aux Britanniques et aux Américains au moment où il reçoit, en septembre 58, où il reçoit le chancelier Adenauer à Colombey. Ils ont une après-midi de discussion, un déjeuner l'après-midi de discussion. Il dit pas un mot sur ce texte qu'il va envoyer 3 jours plus tard. Et vous montrez à quel point la réaction d'Adenauer a été profondément blessée, a été très forte par rapport à ce qu'il a ressenti comme une duplicité. Donc on voit bien que dès l'origine, il y a eu des problèmes, mais malgré tout, notamment l'affaire de la crise de Berlin, ça a été quelque chose de très fort pour De Gaulle aussi. Puis c'était l'époque avec Adenauer, parce qu'il y avait une espèce d'empathie personnelle entre les deux personnages. Le général de Gaulle avait beaucoup de considération pour Adenauer. Il a été déçu sur 1 ou 2 choses, mais dans l'ensemble, la relation était bonne, elle était confiante, elle était en train de se construire à l'époque d'Adenauer. Après, il y a eu beaucoup d'autres épisodes, avec Erhardt, avec Kissinger, bien entendu. Des caricatures amusantes sur Erhardt. Et moi qui ai vécu les toutes dernières années de Gaulle à l'Élysée, je peux vous dire que les 2 choses qui m'avaient le plus, en tant que jeune diplomate, plus interpellé, comme on dirait aujourd'hui, la première, c'était qu'il était déçu par le degré de coopération franco-allemande, et il l'a été notamment après le traité de l'Élysée, avec le préambule voté par le Bundestag, etc. Donc cette déception, et d'autre part, le désenchantement complet à l'égard de l'Union soviétique et de toute possibilité de faire quoi que ce soit avec les Russes. Le printemps de Prague et l'entrée des chars soviétiques à Prague le 21 août 1968 ont été très, très frappants. De Gaulle avait perdu toute illusion sur la possibilité d'avoir ce qui le distingue de Michel Debré et coopération. Ce qui le distingue de Michel Debré, qui dit à l'époque, qui parle de péripéties. Et je crois qu'on a donné du coup, moi j'ai beaucoup écouté, on a parlé avec François de cet épisode à plusieurs reprises, et moi j'ai été frappé du fait que le discours la réaction que vous présentez du général de Gaulle n'est pas celle qui est ordinairement admise. Ordinairement admise, c'est la péripétie. La phrase de Debré, l'occupation de la Tchécoslovaquie, c'est une péripétie, et la confession qu'il avait faite, le message qu'il avait fait à Roger Stéphane, quand à l'issue des événements de mai, il reçoit Roger Stéphane, c'est Roger qui me l'a dit, il reçoit Roger Stéphane lui dit « Vous devez retrouver, mon général, un contact avec la jeunesse européenne, il faut que vous alliez à Prague ». Et De Gaulle lui répond « Écoutez Stéphane, la Bohème-Moravie a vocation à l'occupation militaire. » Voilà, c'est ça. Donc il a absolument pas été surpris, mais en revanche, il a été déçu. Oui, il y a une autre phrase qui va dans le même sens, qui est rapportée par Perfit dans son livre, dans lequel le général dit à quelqu'un, mais quelques jours avant l'invasion soviétique, tout ça va mal se terminer, les soviétiques vont y remettre de l'ordre, et les Tchèques
comme d'habitude, vont se soumettre. « Oh, disait-il, il y en aura bien un qui se fera brûler. » Mais c'est tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La prémonition de Yann Palach. Ça, c'est rapporté par Perfit dans son livre. Julian Jackson, vous disiez tout à l'heure que dans la période où De Gaulle n'était rien en Grande-Bretagne, où on ne peut même pas le caricaturer puisqu'on ne sait pas à quoi il ressemble, il devient une image toute son attitude, toute son action consiste à devenir une espèce d'image obsédante pour ceux dont il a besoin et tout en même temps voulant être celui qui ne reconnaît pas qu'il en a besoin. Et il me semble que c'est une espèce de conclusion qu'on peut tirer de ce livre sur De Gaulle à travers la caricature, c'est que finalement, depuis toujours, De Gaulle est ce que les Italiens appelleraient cosa mentale. Et c'est exactement encore aujourd'hui le statut qui est le sien. Votre livre, donc, écrit avec Alia Aglan, spécialiste de la résistance et de l'humour dans la résistance, ils ne sont pas très nombreux. De Gaulle, la France et le monde, 30 ans d'histoire par la caricature, 1940-1970, est publié aux éditions Gallimard. Merci d'avoir été une nouvelle fois notre invité. Est-ce que c'est indiscret de vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment? Oui, en fait, il y a le prochain livre qui va paraître en France, chez Seuil. Ça sera un livre que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, mais que je trouve reste un très bon livre. C'est moi qui le dis, qui va apparaître à l'automne, sur la défaite de 40. Et c'est un livre qui montre une vision beaucoup moins pessimiste que d'habitude sur la Troisième République. Que celle de Bloch. Oui, que celle de Bloch, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Et mais actuellement, je travaille sur toute autre chose qui va apparaître également en France. C'est une biographie d'André Gide, qui est vraiment, qui pour beaucoup de raisons, il m'a toujours intéressé. Vous connaissez l'histoire de sa mort quand on envoie un journaliste de Paris Presse qui dit il y a rien, c'est une mort naturelle. Oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Julian Jackson. Merci à Jules Plassard avec qui cet entretien a été préparé. Merci à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille au site et à Olivier Magloire qui veille à notre plateforme. Merci à Adrien Beccaria du studio L'Arrière-Boutique qui a enregistré notre conversation et à Julien Deville et à Nouvelles Écoutes qui produit ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.